à l'examen des hématomes qui sont d'âge différents. Et à l'interrogatoire, on va retrouver une incohérence dans le discours et un contexte familial particulier comme une grossesse non désirée, des violences verbales ou bien un état psychologique des parents qui n'est pas bien favorable ou bien une prise de toxiques. Pour le diagnostic de retentissement, il va falloir apprécier l'abondance des saignements, voir également la localisation des saignements, donc avec certains sites qui sont un peu, en tout cas, de pronostics plus réservés, comme les hémorragies cérébro-méningées ou rétiniennes. Donc, à l'examen, on peut avoir un syndrome méningé, des signes de localisation, une altération de la croissance, de la conscience ou bien des troubles visuels. Donc, on peut s'aider de l'examen du fond d'œil ou bien d'une densitométrie cérébrale pour faire le diagnostic. Il va falloir également apprécier la rapidité d'extension du purpura. Il faudra rechercher des signes de défaillance hémodynamique, des signes de choc, à savoir un temps de recoloration cutanée augmenté, une hypotension artérielle, une tachycardie, des marbrures, une froideur des extrémités. Et dans le cas échéant, on va procéder à des transfusions et expansions volumiques pour corriger le choc. L'extension du syndrome hémorragique peut être appréciée par le score de Buchanan, qui est illustré dans ce tableau avec 5 grades. Et pour le grade 0, on n'a pas de saignement et donc pas de description. Pour le grade 1, donc on aura un saignement qui est moyen. Donc la peau, au niveau de la peau, on aura moins de 100 pétéchies ou moins de 105 ecchymoses de taille inférieure à 3 cm de diamètre et les muqueuses sont normales. Pour le grade 2, on a un saignement moyen à peu sévère avec au niveau de l'examen plus de 100 pétéchies ou plus de 105 ecchymoses au niveau de la peau de diamètre supérieur à 3 cm avec toujours des muqueuses qui sont normales. Le grade 3 trouve un saignement modéré avec au niveau des muqueuses un saignement, à savoir un épistaxis, des bulles intrabuccales, un saignement au niveau des intestins, une hématurie ou bien une métrorragie. Pour le grade 4, le saignement est sévère avec un saignement des muqueuses sollicitant un geste ou soupçon d'hémorragie interne. Pour le grade 5, c'est un saignement qui met en jeu le pronostic vital et on va retrouver des signes d'hémorragie intracrânienne ou bien d'hémorragie interne mettant en jeu le pronostic vital. Alors, pour le diagnostic étiologique, à la clinique, il faudra interroger le malade et voir l'âge de l'enfant, le sexe, le début, si c'est précoce ou tardif. Quand c'est précoce, ça oriente surtout vers un déficit constitutionnel et le plus souvent, le tableau est sévère. Et quand c'est tardif, le plus souvent, c'est une pathologie acquise avec une symptomatologie modérée. Donc, les antécédents familiaux sont à rechercher également, une notion de consanguinité. Vérifier une médication particulière, à savoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des antivitamines K ou bien une héparinothérapie. Et rechercher également des affections organiques qui pourraient être responsables d'un syndrome hémorragique comme une hémopathie, une insuffisance hépatique ou bien une insuffisance rénale. À la paraclinique, on va faire le frottis sanguin pour apprécier la taille et l'aspect des plaquettes, et également voir l'existence de cellules pathologiques. On va faire le dosage du facteur de Willebrand avec ça va voir son entité antigénique et également doser l'activité du facteur. On va faire des études de fonction plaquettaire. On va faire également le dosage du fibrinogène, le dosage des facteurs de la coagulation. On peut également s'aider de la biologie moléculaire. Et en fonction des étiologies, on peut faire le test de Coombs, recherche d'anticoagulants circulants, myélogramme. Pour les étiologies, donc, on va commencer par les troubles de l'hémostase primaire. On a les thrombopénies, définies par un taux de plaquettes inférieur à 150 000.
Et on a les thrombopénies acquises, comme le purpura thrombopénique immunologique, qui est lié à une destruction périphérique des plaquettes circulantes par un mécanisme immunologique avec fixation sur les plaquettes d'auto-anticorps entraînant leur destruction intrasplénique. C'est une pathologie qui touche les jeunes enfants de 2 à 6 ans, souvent au décours d'une infection virale. Donc, on a des causes infectieuses également, à savoir des causes virales comme l'Epstein-Barr virus, le cytomégalovirus, l'hépatite B, l'hépatite C, le parvovirus, le varicelle zoster virus et le virus de l'immunodéficience humaine. Des causes bactériennes également peuvent être trouvées dans le cadre d'une septicémie ou bien d'une coagulation intravasculaire disséminée associée. Également des causes parasitaires avec le paludisme, la toxoplasmose et la leishmaniose. Toujours dans les causes acquises de thrombopénie, on a des causes médicamenteuses avec les quinines, les sulfamides, la rifampicine, la cimétidine, les pénicillines. On peut avoir des causes auto-immunes également, le syndrome d'Evans qui associe une anémie et une thrombopénie auto-immune, le lupus, le lymphome de Hodgkin. On a également des thrombopénies de consommation dans le cadre d'un syndrome hémolytique et urémique, ou bien d'un syndrome de Kazabak-Merritt, dans le cadre d'une CIVD par septicémie ou hémopathie maligne. Les thrombopénies peuvent être également centrales, dues à un envahissement médulaire, d'une pathologie tumorale X, ou bien d'une leucémie, une myélofibrose, ou bien une maladie de Fanconi. Les infections bactériennes ou virales, certaines infections bactériennes ou virales bloquant la maturation mégakaryocytaire également peuvent être des causes de thrombopénie. Et également, il y a certains médicaments qui ont une toxicité modulaire qui peuvent entraîner des thrombopénies. Pour les causes constitutionnelles, elles peuvent être isolées. Et dans ce cas, il y a certains gènes qui ont été incriminés, dont le gène GATA1, qui associe un syndrome thalassémique, et le gène AML, qui est une mutation prédisposant aux leucémies. Il y a également le gène ANKRD26, qui est le gène du cytochrome C. Elles peuvent être également dans le cadre de maladies syndromiques, comme le syndrome de Dijorge. Il y a une délétion du 22Q11 et le syndrome de Jacobsen, qui est une délétion de 11Q23, associée à une macrothrombopénie. On a également le syndrome de Wiskott-Aldrich, qui est défini par un déficit immunitaire et un eczéma associé à une microthrombopénie. Il y a le syndrome MYH9, associé à une microthrombopénie et des inclusions intracytoplasmiques des polynucléaires, une surdité, une atteinte rénale et une cataracte. Et on a également des anomalies radiales qui peuvent être associées à une normothrombopénie comme l'aplasie radiale, la synostose radio-ulnaire et un syndrome oculo-autoradial. Donc là, on va parler des thrombopathies qui font toujours partie des troubles de l'hémostase primaire. Et on a des thrombopathies constitutionnelles, à savoir des anomalies des glucoprotéines membranaires, comme la thrombasthénie de Glanzmann, qui est une anomalie d'interaction entre les plaquettes et donc de l'agrégation plaquettaire liée à un défaut quantitatif ou qualitatif de la glycoprotéine 2B3A. Donc, il s'agit d'une maladie à transmission autosomique et récessive et seul le temps d'occlusion plaquettaire est allongé. Tout le reste des explorations de la classe sanguine est normal. L'étude des fonctions plaquettaires et la quantification des glucoprotéines membranaires permet de porter le diagnostic. Donc, on a également la thrombopathie de Bernard-Soulier, qui est une anomalie de l'interaction entre les plaquettes et l'endothélium vasculaire liée à une anomalie de la glycoprotéine 1B. Il s'agit d'une maladie à transmission autosomique récessive et dans les explorations, le temps d'occlusion plaquettaire est allongé. Ici aussi, la quantification des glycoprotéines membranaires à faire le diagnostic. On a également la maladie de Pseudo-von Willebrand, qui est une anomalie de la glycoprotéine 1B9 qui fixe avec une affinité accrue le facteur de von Willebrand. Il s'agit d'une maladie à transmission autosomique et dominante.
Donc, à côté, on